Nous allons passer tout de suite à la suite du programme avec un sociologue philosophe, Raphaël Liogier. Il est également auteur d'un livre sorti il y a 3 semaines, Descente au cœur du mal, un livre qui traite des inégalités hommes-femmes. Alors la sortie de son livre s'inclut parfaitement dans l'intervention dans laquelle il a été invité. L'égalité, qu'en est-il? C'est le sujet qu'il va aborder durant sa conférence. Merci de réserver un accueil très chaleureux à Raphaël Liogier. Bonjour à tous et merci une fois de plus pour cet accueil très chaleureux. Alors, l'égalité, qu'en est-il? On pourrait s'étonner que je m'exprime sur ce thème puisque les autres années, je me suis exprimé sur des thèmes qui étaient relatifs à l'islamophobie, la laïcité, les préjugés sur islamisme, salafisme, le rapport aux médias et même la question du terrorisme, etc. Le voile. Alors, cette année, j'ai décidé pour 2 raisons de ne pas évoquer ces thématiques. La première, c'est parce que depuis un certain nombre de temps, je m'intéresse à la problématique de l'inégalité, et en particulier l'égalité et inégalité homme-femme. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison de ne pas en parler aussi ici. Et effectivement, j'ai un livre qui est sorti sur ce sujet. Et la deuxième raison, c'est que finalement, il y a aussi beaucoup de préjugés sur le rapport entre islam et inégalité en général, et le rapport entre islam et égalité homme-femme en particulier. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas si mal d'en parler. Ça, c'est les 2 raisons. Et puis la 3e raison, c'est que depuis un certain nombre de temps, depuis 2 semaines et encore depuis 1 semaine, ça s'est intensifié, je refuse systématiquement d'intervenir dans les médias relativement à ces questions que j'évoquais, islamisme, terrorisme, Tariq Ramadan, toutes ces choses qui se développent récemment dans les médias parce qu'on est dans une période avec une telle ébullition où on confond tout. Je n'ai pas voulu rajouter ma voix à cette cacophonie. Je vous dis, j'ai calculé, je crois, à peu près 28 invitations, rien que les 5 ou 6 derniers jours dans les grands médias français, et je les ai absolument toutes refusées. Donc voilà. Alors cette question de l'inégalité, égalité-inégalité, relativement aux relations entre les hommes et les femmes, je vais essayer de la structurer en 6 petites parties. Pour pas être trop long, j'ai fait exprès d'être plus structuré que d'habitude. Le premier point, c'est de dire une chose très clairement, c'est que contrairement à ce qu'on entend parfois, je parle à des gens qui s'intéressent à la religion ici, elle ne vient pas de la religion. Pas plus de l'islam que du judaïsme, que du bouddhisme, que du christianisme en général, du catholicisme, du protestantisme, etc. En revanche, toutes les religions, toutes les cultures religieuses, elles ont enregistré, elles ont débattu, elles ont évoqué cette inégalité homme-femme. Parce que l'inégalité homme-femme, à la base, c'est une inégalité qui est, on pourrait dire, structurelle, c'est-à-dire même plus longuement qui est culturelle et qui date, je pourrais dire pour faire vaguement, je dirais depuis la nuit des temps, mais en gros elle s'est précisée depuis une 30aine de milliers d'années, c'est-à-dire au début de ce qu'on appelle le néolithique. C'est-à-dire, mais elle n'est pas spécifique, je veux dire du coup à une religion, contrairement à ce qu'on dit. Par exemple dans le bouddhisme, qui est réputé être une religion qui a été de plus en plus à la mode ces dernières années, en particulier même, on pourrait dire même ces dernières décennies, dans l'Occident moderne, en France en particulier, avec le succès de personnalités comme le Dalai Lama ou autres, eh bien, cette inégalité homme-femme, elle existe, elle est très intériorisée. Par exemple, chez les bouddhistes, on dit qu'on ne peut pas atteindre l'éveil dans un corps de femme.
Il faudrait devenir préalablement dans la réincarnation, vous savez, il faudrait devenir préalablement un homme pour pouvoir obtenir l'éveil. Donc ça veut dire que la culture, en général, la culture humaine, depuis le néolithique, elle consacre cette inégalité. Et donc forcément, les religions, elles sont un produit de la culture. Donc les religions, au moins, on le verra tout à l'heure, dans leur aspect social, culturel, mondain, eh bien évidemment, elles sont perméables à cette situation. Donc c'est ce qu'on appelle, bien oui, le patriarcat. Deuxième point, comment est-ce que cette inégalité, elle se manifeste et quelle peut être sa cause? Parce qu'on peut se poser des questions sur cette inégalité. Comment elle se manifeste? Elle se manifeste par le fait qu'on va toujours interpréter, l'existence même des femmes, et plus loin, l'existence même du corps des femmes, comme procédant de l'homme. On le trouve par exemple dans la Bible, avec cette idée selon laquelle Ève procéderait d'Adam, ou comme étant une moitié d'homme, ce qu'on va trouver chez Platon, même dans une certaine cosmogonie même philosophique, dans la philosophie occidentale, ou dans une multitude de textes. Ce qui est intéressant, si on essaye de comprendre quelle peut être la cause, c'est que, et ça c'est ce que nous ont montré un grand nombre d'anthropologues, c'est que, je dis, mais pourquoi est-ce que depuis au moins 35 000 ans, les femmes sont sans cesse considérées d'une manière ou d'une autre comme inférieures ou comme exclues, en tout cas exclues des relations sociales, des relations économiques normales. Par exemple, elles n'ont pas le droit d'effectuer un certain nombre de professions, ou voire elles n'ont pas le droit d'effectuer quelque profession que ce soit, et elles sont confinées dans la sphère privée, ce que les Grecs appelaient loikia, où ils assimilaient les femmes à loikia, ce qui a fait économique, ce qui voulait dire la cuisine au départ, dans la sphère donc domestique. On peut se poser des questions. Et quand on approfondit, on se rend compte que le discours des hommes vis-à-vis des femmes, c'est un discours qui est hanté par un complexe typiquement masculin, qui est un complexe d'impuissance, un sentiment d'impuissance face au pouvoir dont les femmes seraient pourvues naturellement, qui est le pouvoir de reproduction, c'est-à-dire de contrôle de la lignée. D'après quelqu'un comme Françoise Héritier, une anthropologue française qui est décédée d'ailleurs récemment, puis d'autres anthropologues qui sont assez d'accord avec cette hypothèse, en quelque sorte, les hommes plutôt, feraient payer aux femmes cette espèce d'avantage qui serait un avantage reproductif, parce que comme ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas contrôler les femmes naturellement, ils les contrôlent donc culturellement. Et le meilleur moyen de contrôler quelqu'un, c'est de lui faire intérioriser l'idée qu'il est inférieur, qu'il est différent, qu'il ne pourrait pas se débrouiller tout seul, et donc le contrôler dès l'éducation. Ça serait le deuxième point, donc, qui est la cause. Maintenant, le troisième point, je vous disais que c'était universel. Cette inégalité, elle est culturellement universelle, sauf à un moment de l'histoire de la modernité, de l'histoire, justement, j'anticipe, de l'humanité, qui est le moment de la modernité. Qu'est-ce que nous dit la modernité? La modernité, elle promet une chose. On pourrait dire que le sens de la modernité, c'est ça, finalement. S'il y a un sens légitime, c'est que la modernité, elle fait une grande promesse. C'est la promesse de l'égalité entre tous les humains, quels qu'ils soient. Et évidemment, entre tous les humains, quels qu'ils soient, ça veut dire qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils viennent du sud, du nord, qu'ils soient juifs, musulmans, bouddhistes, qu'ils soient hommes ou femmes. Seulement, évidemment, cette promesse, c'est ce que je dis dans le livre, d'ailleurs, cette promesse de la modernité, elle ne sera pas tenue. Elle ne sera pas tenue, d'ailleurs, puisqu'on va continuer à pratiquer l'esclavage, même dans le monde moderne, à un certain niveau. Elle ne sera pas tenue relativement aux différences ethniques et culturelles, mais elle sera encore moins tenue vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire qu'on va prétendre que c'est l'égalité, par exemple la déclaration de 1789, on va dire c'est l'égalité de tous les hommes, mais on va restreindre le mot homme à homme au sens de mâle. Peu de gens le savent. Et donc d'ailleurs il y a une femme dont je parle aussi qui s'appelle Olympe de Gouges qui a dit mais pourquoi pas
une déclaration d'égalité, enfin de l'égalité des droits de tous les humains, qu'on soit homme ou femme. Et cette déclaration, eh bien, elle n'a pas été acceptée par la Convention, les institutions révolutionnaires, à l'époque, à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Donc ça veut dire que les femmes ont dû se battre pour obliger la modernité à tenir ses promesses. Elles y sont arrivées, j'allais dire, en cercle concentrique. On a commencé par l'égalité en droit, ce qui est le plus extérieur, le plus abstrait. Et l'égalité en droit, elle n'a été reconnue entre les hommes et les femmes. Donc, dans les sociétés modernes comme la société française, quand on voit cette espèce d'arrogance de la société française moderne aujourd'hui, que savoir que les femmes en 1944 ont obtenu le simple droit de vote seulement en 1944, et que même l'égalité complète du point de vue juridique n'a été obtenue qu'en 1990 en France. L'égalité totale, réelle, en droit. Mais l'égalité en droit, ce n'était pas suffisant, il fallait une égalité qui soit effective, c'est-à-dire qu'il faut la rendre efficace. Et donc c'est un peu plus à l'intérieur de la spirale. Un peu plus à l'intérieur de la spirale, c'est l'égalité économique, donc, c'est-à-dire à compétences égales, eh bien, salaire égal. Et alors là, on y est encore, c'est pas encore acquis, on en est loin d'être acquis, mais il y a un certain nombre de femmes qui ont une véritable autonomie économique, c'est-à-dire qui ont su s'approprier leurs droits et en faire quelque chose. Dans un certain nombre de sociétés qui ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui sur la planète où ce n'est pas encore le cas. Et donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui finalement. Nous en sommes là. Nous sommes dans une situation où l'égalité en droit, en tout cas en France et dans un certain nombre de sociétés, dans ce qu'on pourrait appeler les sociétés industrielles avancées, l'égalité en droit est reconnue, l'égalité économique commence à exister, mais il manque le cœur de la spirale, le cœur le plus silencieux, le plus difficile à accepter. C'est l'égalité dans le rapport que les hommes et les femmes ont à leur propre corps. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas encore obtenu aujourd'hui, y compris en France, et ce n'est pas une question religieuse, leur souveraineté par rapport à leur propre corps. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, le mouvement MeToo n'est pas un mouvement féministe radical du tout. Ce n'est pas un mouvement qui remet en cause la souveraineté des hommes, l'autonomie des hommes et même le droit de flirter, la culture à la française. Ce n'est pas un mouvement qui demande plus de judiciarisation. Ce n'est pas un mouvement qui focaliserait, qui viserait ou qui accuserait certaines religions ou certains hommes, par exemple l'islam. Pas du tout. C'est un mouvement qui dit clairement, maintenant que nous avons eu l'égalité en droit, que nous avons eu l'égalité économique, nous voulons la plus profonde, la plus spécifique, la plus irréductible des égalités, parce que c'est celle-là dont dépendent toutes les autres, dont toutes les autres êtres fragiles, c'est le droit, la souveraineté qu'on a sur son propre corps. C'est-à-dire le pouvoir de dire non à un homme, du point de vue sexuel, mais aussi le pouvoir de dire oui, sans être dégradé dans les yeux d'un homme. Parce que c'est ça le cœur du problème, le cœur de la situation aujourd'hui. Donc maintenant, quatrième point, revenons à la question des religions. On pourrait me dire, oui mais justement, la construction d'une certaine idée de la pudeur, du retrait, c'est quelque chose de religieux et c'est quelque chose qui est en particulier très présent chez nous, les musulmans, particulièrement regardant les femmes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce point, y compris chez les musulmans. Mais surtout chez les non-musulmans, à vrai dire. C'est qu'en fait, la question de la différence homme-femme, de la spécificité ou d'une soi-disant inégalité au sein des religions, et en particulier même au sein de l'islam, elle est liée à la différence qu'on peut faire entre les aspects sociaux, mondains, vraiment mondains ou politiques de la religion, que ce soit le judaïsme, l'islam, le christianisme ou tout ce que vous voulez. Je veux dire, dans le christianisme, vous avez une contradiction dans les termes entre d'un côté, soi-disant la religion chrétienne, qui est la religion d'un individu qui remettait en cause la hiérarchie du prêtre, Jésus, et ensuite une religion qui va se construire sur le prêtre. Contradiction
entre l'aspect mondain, social, et la réalité de ce qui est prôné, la réalité de la transcendance, le fond. Et bien de la même manière, on a là une différence entre le côté social, culturel, politique, y compris de l'islam, qui, comme toutes les religions, est perméable à la culture et donc à la culture patriarcale, à cette inégalité. Et puis d'un autre côté, on a le fond, on a la transcendance, on a le spirituel. Et le spirituel, qu'est-ce que c'est le spirituel? Comme dans toutes les religions du monde, finalement, c'est la reconnaissance d'une égalité d'essence, d'une égalité de l'être, qu'on soit un homme, quelle que soit notre humanité, et donc qu'on soit une femme, puisque quand on est une femme, on appartient aussi à cette humanité et on est une créature de Dieu, au même titre que n'importe quel homme. Donc ça veut dire que, finalement, on se trouve dans une situation où la modernité doit travailler par rapport à ses propres principes pour répondre à sa promesse, mais effectivement, les religions aussi doivent travailler en phase avec la modernité. Quand on me demande, est-ce qu'il y a un féminisme islamique? Mais je réponds, oui, bien sûr qu'il y a un féminisme islamique, et il peut prendre des formes que l'on n'attend pas. Parce que maintenant, sixièmement, le sixième point, est-ce que ça veut dire pour autant, quand on prône l'égalité homme-femme, comme j'essaye de le défendre ce soir dans cette conférence ou dans mon livre qui vient de sortir ou comme j'ai essayé de le faire ces 3 dernières semaines, est-ce que ça veut dire pour autant que je serai pour abolir la féminité, ce qu'est la féminité, ou abolir ce qu'est la masculinité? Ça serait ridicule, parce qu'évidemment il y a des formes, même ne serait-ce que physiques et physiologiques, qui sont différentes. C'est pas parce qu'on reconnaît l'égalité en essence, l'égalité en esprit, l'égalité en droit, l'égalité économique, que l'on va nier qu'il y a des différences qui peuvent même être des atouts pour l'un et l'autre sexe. En revanche, ce que ça veut dire que le sens de la féminité, qui a, pendant des millénaires, même des dizaines de milliers d'années, été construit à partir de cette idée virile que l'homme construisait sa force et sa puissance, nourri de son angoisse d'impuissance, en rabaissant les femmes pour se rehausser, eh bien, cette interprétation de la féminité, elle doit être dépassée par les citoyens qui se veulent modernes, par les musulmans, par les bouddhistes, par les chrétiens. En fait, elle doit être dépassée par tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause le sens du religieux. On pourrait même dire, dans un sens, que ça nous oblige à repenser le religieux, non plus à partir de ces aspects les plus extérieurs qui sont politiques, sociaux et culturels, mais à partir de notre engagement spirituel réel, et de ne plus nous cacher derrière le politique et le culturel. Et je finirai en évoquant justement, quand je dis, et je veux dire que au sein même de l'islam, puisque je suis face à des musulmans, au sein même de l'islam, il y a tous les outils pour penser ce dépassement, pour penser cette adaptation, ce qu'on appelle par exemple l'ijtihad, c'est-à-dire le fait d'ouvrir, quand on parle d'ouvrir les portes de l'ijtihad, réouvrir les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire de l'interprétation à un niveau qui ne dévoie pas le message originel, mais qui, au contraire, permettent de retourner au message originel dans ce qu'il a de plus spirituel, dans ce qu'il a de plus profond, qui est bien au-delà de toutes les expressions culturelles des différences sexuelles entre un homme et une femme, qui sont des différences mondaines qui existent, mais qui sont des relations, j'allais dire, temporelles. On ne distingue pas pour rien le spirituel du temporel. Le rapport au sexe, finalement, c'est temporel, à un certain niveau. Alors on pourrait me dire, quand je dis ne pas abolir le féminin et le masculin, c'est aussi cohérent par rapport au fait que je crois que l'espace de la modernité, c'est l'espace où il faut ouvrir la signification et où chacun doit pouvoir donner une signification à sa vie, à son existence, en fonction de ses choix, spirituels ou non spirituels, mais aussi en fonction de ses choix spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends l'exemple du voile, si je prends l'exemple du foulard, certains me diront, et j'ai fait récemment un interview sur ce sujet,
en me disant « mais vous ne pouvez pas dire que le voile n'a pas cette signification patriarcale d'écrasement des femmes, et donc vous ne pouvez pas en même temps défendre les femmes, défendre le féminisme, défendre l'égalité homme-femme et défendre le voile ». Je dis, je réponds à cela, je ne défends pas le voile en soi, je défends la possibilité pour des humains, en l'occurrence des femmes qui se veulent musulmanes, de le porter et de l'interpréter comme un signe de leur engagement spirituel, mais de leur engagement spirituel qu'elles ont défini et redéfini de façon autonome. Donc oui, il peut y avoir un féminisme musulman, mais je dirais même mieux, il peut y avoir un féminisme musulman qui entende, par choix, arborer le voile. Ce qui paraît, pour quelqu'un qui n'est pas attentif, à ce qu'un certain nombre de femmes musulmanes, de jeunes filles musulmanes ont voulu nous dire dans la société française, à nous les sociologues, ce qui pourrait paraître étrange pour ceux qui ne sont pas attentifs à ça, ou qui sont méprisants, ou qui paradoxalement, et alors là c'est le grand paradoxe, qui vont dire « Ah mais, de toute façon ces femmes sont forcément manipulées, parce qu'elles sont manipulables. Ah, pourquoi elles seraient plus manipulables que les hommes? Pourquoi est-ce que ça fait quand même moins de scandale des hommes qui pourraient être des hommes ultra-orthodoxes, musulmans, qui laissent leur barbe, etc. Oh, ça va faire beaucoup moins de scandale qu'un simple voile. Pourquoi? Parce que finalement, ceux-là même qui parlent de libérer les femmes, parfois dans notre société, eh bien, ils n'ont pas confiance dans leur capacité à disposer d'une volonté autonome, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont patriarcales et qu'ils disent « Non, mais quand même, ce sont des femmes, donc c'est forcément leurs grands frères, c'est forcément leur famille, c'est forcément la pression du quartier, c'est forcément... » Alors, moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ma question n'est pas là. Je dis seulement que j'ai rencontré énormément de jeunes filles et de jeunes femmes aujourd'hui qui étaient autonomes, qui allaient à l'université, qui étaient féminines et féministes et qui revendiquaient cette autonomie à travers le port du voile comme un engagement spirituel. Et je dis, lorsqu'on est moderne, sachant que la définition de la modernité, c'est le fait d'accepter la multiplicité des modalités d'existence, c'est-à-dire des choix de vie, et donc y compris des choix spirituels, si c'est ça la modernité, eh bien on doit non seulement l'accepter, mais dans un sens, tant que c'est l'expression d'une autonomie, et de justement cette égalité, on doit même l'encourager. Donc je crois là que vous comprenez mieux, me semble-t-il, les raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu m'embourber, entrer à nouveau dans des débats qui sont des débats actuels où un certain nombre de gens ont tendance à tout mêler lorsqu'on parle d'islam. C'est-à-dire islamisme, islam, ça serait automatiquement l'islamisme, qui serait automatiquement politique, qui serait automatiquement extrémiste, qui serait automatiquement violent, qui serait automatiquement terroriste, qui serait automatiquement ceci, cela. Je crois que une des démonstrations que j'ai pu avoir au cours des années, que ce continuum signifiant, que j'aurais tendance à appeler insignifiant, justement, entre terrorisme, islam, etc., était faux, ne fonctionnait pas, mais c'était justement à force de venir ici depuis déjà un certain nombre d'années. J'ai pu constater le pluralisme, j'ai pu constater les différences, j'ai pu constater la multiplicité des modes de vie, j'ai pu constater les libertés, j'ai même pu constater, les difficultés que les vieilles générations de musulmans avaient à gérer avec les nouvelles générations, justement, des jeunes filles qui, par exemple, pouvaient décider d'un seul coup de porter le voile et surprendre leurs propres parents qui, eux, étaient plus sécularisés et qui, même en étant musulmans, ne voulaient pas forcément qu'elles le portent. Mais elles disaient, mais si, j'ai envie de le porter, c'est ma décision. Et donc je me suis d'ailleurs inscrit dans un département d'arabe classique et je fais de l'arabe classique, etc., etc. Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que je reviendrai à ce que disait jadis mon maître et directeur de thèse Bruno Etienne. Je suis désolé, mais les musulmans sont anormalement normaux. Ils sont comme tout le monde. Certains pratiquent, certains font semblant de pratiquer, certains
font semblant de pratiquer à l'extérieur en rajoutant alors qu'ils pratiquent moins en réalité. Certains font comme s'ils faisaient le ramadan mais ils ne le faisaient pas. Certains le font pour certaines raisons, d'autres, pour des raisons sociales, d'autres pour des raisons culturelles. Certains d'un seul coup redécouvrent leur vocation spirituelle, certains la perdent. Certains sont ultra laïques et certains sont intolérants, certains sont tolérants, certains sont à droite, certains sont à gauche, certains sont centristes, certains s'en moquent, certains décident de porter le voile ou de ne pas le porter. Enfin, en gros, les musulmans sont devenus aujourd'hui les témoins privilégiés de la modernité et je pense que ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'ils deviennent, en jouant sur l'ambiguïté du mot témoin qui, comme vous le savez, en arabe se traduit par martyr. Ça serait dommage qu'ils deviennent les martyrs de la modernité. Et moi, je ne crois pas que ce soit cette voie qui est en train de... que ce soit cette voie que l'islam est en train de prendre. L'islam français est en train aujourd'hui de devenir un islam pluriel, mais le seul blocage à cette pluralisation de l'islam, cette pluralisation même des générations, c'est le regard extérieur. C'est le regard extérieur qui a tendance à unifier les musulmans, presque on pourrait dire à les forcer à entrer dans cette espèce de statut de portrait robot d'un musulman unique, alors qu'il suffit de venir ici pour se rendre compte de cette diversité et de cet énorme potentiel de liberté. Je vous remercie.